Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat, sur le canal 13 de la TNT. Notre invité ce matin exceptionnel, à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution, c'est François Hollande. Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Vous êtes avec nous pendant 1h30. Comme chaque matin, nous allons, dans une seconde, rejoindre le Journal des territoires, à partir de reportages faits des télévisions locales répartis sur tout le territoire français. C'est le principe aussi de cette émission. Mais dans un premier temps, j'ai une question à vous poser immédiatement sur le fait majeur politique de ces derniers jours. 2 ministres d'État qui démissionnent en quelques jours. Hier, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est une crise politique ou est-ce que c'est une péripétie? Ce sont les mots d'Emmanuel Macron, une péripétie. Aujourd'hui, vous avez rappelé le sens de ma venue, c'est le 60e anniversaire de la Constitution de 1958. Pendant toutes ces décennies, des différends au sommet de l'État et des démissions spectaculaires, il y en a eu. Il y en a eu même un certain nombre. Qu'est-ce qui est inédit dans ce qui vient de se produire? C'est sûrement la chronique de la crise et son apparent dénouement. Car ce qui, à mes yeux, ne peut pas être compris, c'est que le ministère de l'Intérieur ne connaissent pas aujourd'hui le nom de son titulaire. L'intérim n'est pas possible. L'intérim par le Premier ministre. L'intérim n'est pas possible pour les questions de sécurité. Il doit donc être le plus court possible. Et je veux croire que dans les heures qui viendront, le nom du prochain ministre de l'Intérieur sera connu. Évidemment, on va revenir sur tous ces sujets avec vous tout à l'heure au cours de l'émission. Il est affaibli, le président de la République, par cette séquence? Quand il y a des crises, quand il y a des démissions, c'est toujours un moment, une épreuve pour le chef de l'État. Maintenant, soyons aussi conscients que ces événements peuvent se produire. Qu'est-ce qu'ils révèlent? L'avenir le dira. Merci François Hollande. Vous restez avec nous pendant 1h30. Dans un instant, c'est le JT des territoires auquel vous allez assister exceptionnellement. Et des territoires donc composés grâce aux télévisions locales de France qui sont nos partenaires et au réseau Via Télévision. Emmanuel Macron et Agnès Buzyn ont présenté leur plan santé il y a quelques semaines. Une des mesures les plus immédiates, c'est 400 médecins généralistes qui vont être salariés par des centres hospitaliers de proximité ou des centres de santé situés dans les déserts médicaux, comme on les appelle. En Gironde, il va être urgent d'agir car l'un des 2 médecins généralistes de Lacanau Océan, une station balnéaire bien connue, des surfeurs d'ailleurs, part à la retraite et n'a trouvé aucun successeur. Un reportage sur place des équipes de TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Des chaises et une salle d'attente vide, et ça ne risque pas de changer tout de suite. Dans une semaine, ce cabinet médical ferme ses portes. Et après 2 ans de recherche et beaucoup d'efforts, ce médecin généraliste n'a reçu qu'une seule candidature. Faute, selon lui, aux nouvelles mentalités. Un seul jeune pour l'instant n'a été intéressé. Et j'ai pas de proposition qui veulent accepter ce mode d'exercice. Ils veulent faire des remplacements, ils ont peut-être pas tort, le statut de remplaçant est assez intéressant pour eux, et ils veulent pas de nos contraintes 8h le matin, 20h le soir, tous les jours, quoi. Impossibilité de prendre des congés en juillet et en août, un flux de patients permanent. En moyenne, à Lacanau, le médecin effectue jusqu'à 35 consultations par jour. C'est donc avec peine et inquiétude qu'il voit son cabinet fermé. Pour la population, c'est quand même, et surtout l'été, c'est un cabinet qui est très connu. Il va falloir trouver une solution d'ici l'été prochain. Hein. Ça, c'est évident. 70 000 personnes à peu près l'été, sans le cabinet, ça va être compliqué. Lacanau n'aura donc plus que 3 médecins pour 5 000 habitants à l'année, ce qui ne rassure pas cette riveraine. Oui, ça fait peur. Il y a beaucoup de personnes âgées en plus ici dans le coin, donc c'est vrai qu'il y en a certaines, elles ne peuvent même pas se déplacer. Donc c'est compliqué. Le docteur Camiade reste tout de même positif. Il espère voir d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2019 un nouveau médecin dans son cabinet. C'est François Hollande, l'invité de Territoire d'Info. On est dans le Journal des territoires, il y assiste. Monsieur le Président, merci d'être là.
Comment assurer une bonne prise en charge des personnes âgées quand les places en EHPAD se font rares ou que les ressources de ces dernières ne leur permettent pas d'accéder à certains établissements? Dans le Morbihan, certaines communes comme celle de Muzillac proposent de nouvelles solutions d'accueil, comme par exemple des logements sociaux où cohabitent seniors et jeunes travailleurs. Les explications de Fanny Coconnier de TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Ils ont entre 61 et 85 ans. Depuis mai 2017, 17 personnes âgées vivent dans cette résidence aux côtés de 6 jeunes travailleurs. Ces logements sociaux ne sont pas tout à fait comme les autres. Ici, Vanessa est coordinatrice et une salle est dédiée aux activités communes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir recréer du lien entre les gens, en fait. Et aussi notamment entre les générations. Donc du coup, moi je suis là pour faire le lien entre les voisins. Là, je suis là pour pouvoir créer des animations. Et moi l'idée c'est d'être vigilant à leur santé, voir un petit peu comment ils vont et orienter si nécessaire. Nombreux sont ceux qui ont quitté de grandes maisons à la campagne. Ici, des sorties, des soirées sont organisées et la solidarité se met en place pour des déplacements médicaux ou de petits dépannages du quotidien. Il y a du contact, c'est important. Et puis la participation aux animations, il faut faire aussi. On peut facilement compter les uns sur les autres. Cette initiative est pour l'ingénieur en gérontologie, Jean-Michel Caudron, un exemple intéressant. Il estime que les logements des personnes âgées doivent leur permettre de vivre au cœur de la société. Il faut que je puisse peut-être trouver des services autour de moi, au niveau plus sociaux, commerciaux, que je puisse avoir la vie naturelle, l'animation naturelle. Mais si je vais moins bien, il faut peut-être que mon logement puisse être adapté au handicap physique que je pourrais avoir. Le 4 octobre à Grandchamp, le CAUE du Morbihan propose un colloque en présence de Jean-Michel Caudron. Des exemples d'initiatives seront partagés. La journée s'adresse aux élus, bailleurs sociaux et urbanistes. L'heure est à l'inquiétude dans l'Ariège, dans la commune de Montferrier, le dernier commerce de la ville, une épicerie qui assure aussi la fonction de boulangerie et de maison de la presse pourrait définitivement fermer ses portes d'ici la fin de l'année, faute de repreneurs. Une situation qui soucie l'ensemble des habitants très attachés à ce lieu qui fait encore vivre leur commune et sans lequel ils se sentiraient évidemment abandonnés. Un reportage d'Anna Arquet pour la Dépêche du Midi, notre partenaire. Quel destin pour le dernier commerce de Montferrier. Depuis 4 ans, au Petit Bonheur d'Odile est le seul magasin du village. Mais lorsqu'Odile décide de prendre sa retraite, l'urgence, trouver un repreneur pour sauver Montferrier. Montferrier, il est mort. Comme ils me disent tous les clients, c'est toi qui fermes, c'est fini. Tout a fermé petit à petit et voilà, et tout se meurt et on ne fait rien quoi. Dans le village, on le ferme. De mai à octobre, c'est les randos. L'été, il y a le tourisme. L'hiver, il y a le tourisme aussi avec la station de ski des Monts-d'Olme. C'est jeudi que vous fermez. On ferme le jeudi. Quand elle a repris cette boulangerie il y a 4 ans, Odile en a fait un réel magasin pour répondre aux besoins des habitants. Épicerie, salon de thé, presse, pâtisserie, la commerçante espère que le repreneur continue à faire travailler les locaux. Faire travailler aussi les producteurs. Parce que comme ils m'ont dit, eux, si moi je ferme, eux aussi ça leur fait manque à gagner. Parce que je leur prends tout le veau, le bœuf, la volaille, le porc. Et comme ils me disent, ça nous fait manque à gagner pour nous aussi, quoi. Et qui dit commerce fermé, dit faire ses courses ailleurs. On est obligé d'aller soit à Villeneuve-d'Olme où il n'y a pratiquement rien, soit à Lavelanet. Et on n'est pas forcément intéressé de faire 7 ou 10 km dans les grandes surfaces. Odile, il n'y a pas qu'un commerce, c'est pas l'esprit d'un commerce. C'est qu'il y a des gens qui viennent se renseigner, qui viennent boire le thé, le café, qui viennent, c'est un lieu convivial. Le compte à rebours est lancé, il reste seulement 2 mois à Odile pour trouver un repreneur avant de fermer définitivement la porte. Fin de ce JT des territoires, l'invité exceptionnel de cette matinale à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution, c'est François Hollande. Merci d'être là. Tout de suite, Territoire d'info dans un instant. François Hollande, vous allez être interrogé dans cette partie de l'émission par 3 patrons de la presse quotidienne régionale, Denis Caro qui dirige Nice Matin, Yves Arté pour Sud-Ouest et Olivier Bonichon qui dirige et coordonne les rédactions de La Montagne. Tout de suite, on démarre avec vous, Olivier Bonichon. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous partagez avec le journal La Montagne un point commun, un lien indéfectible avec la Corrèze. Vous êtes un lecteur quotidien de l'édition de Tulle, notre journal. Vous avez, pendant votre quinquennat, effectué plus d'une 30aine de déplacements dans votre ancienne terre d'élection.
Ma première question concerne le lien au territoire. Est-ce que dans ce monde qui change, dans cette manière différente aujourd'hui de faire de la politique, est-ce que c'est toujours aussi utile de conserver un lien avec un territoire rural, ou est-ce que c'est plutôt ancien monde? Que le territoire soit rural ou urbain ne change rien à l'affaire. Il faut avoir un lien, soit par le parcours professionnel qui a pu être celui d'un ministre ou d'un président de la République, ou par le parcours électoral, le lieu d'attachement, d'ancrage qui a pu être constitué. Pour ce qui me concerne, c'était un bonheur, oui, pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y a quelquefois des choses qui sont dites sur le territoire, mais c'était un privilège de pouvoir disposer, grâce à mon lien avec la Corrèze, du retour que les citoyens pouvaient avoir de la politique que je menais. C'est pas si simple, parce qu'il faut aussi se débarrasser d'un protocole qui est parfois lourd, d'une sécurité qui est indispensable, et garder le contact avec les Français. Je pense aussi que d'avoir exercé des mandats, soit des mandats locaux, même de niveau faible au sens des responsabilités exercées, c'est une chance et un atout. Et de ce point de vue, la démocratie, elle est faite de mandats différents. Il se trouve que, par moi, ma propre expérience, j'ai pu être conseiller municipal, conseiller général, régional, maire, président de conseil général, député bien sûr, et président de la République. On pourrait croire que c'est une carrière. Non, ce n'est pas une carrière. Ce ne sont pas des étapes que l'on franchit. C'est une expérience qui est indispensable pour l'exercice de la fonction politique. Alors après, il peut y avoir des personnes qui viennent de la société civile, qui ont leur propre expérience. Ce que je leur conseillerais, c'est de se rattacher le plus vite possible à un territoire. C'est ce qui manque aujourd'hui au Nouveau Monde ? Ça peut... Je ne suis pas sûr que cette expression soit juste, parce que la démocratie, elle n'a pas... Je dirais, elle n'a pas d'âge, au sens où elle n'est pas liée à une élection particulière. Elle est liée à un processus. La démocratie, elle s'est constituée en France à partir de la Révolution française, et je pense qu'il faut la respecter. Respecter les territoires, c'est d'abord respecter les élus. Yvarté, Monsieur le Président, vous venez de parler de Révolution française et donc de la création, in fine, des départements. Vous avez redessiné la France en redessinant des régions. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, peut-être sans l'avoir voulu, d'avoir facilité d'une certaine manière l'émergence de métropoles et par là même contribué à accentuer la désertification autour de ces grands centres urbains? Les métropoles, elles sont là. Elles n'ont pas besoin d'un cadre juridique particulier, non, mais même si je leur ai donné. Les grandes régions les facilitent maintenant. Les grandes régions, telles que je les ai conçues, sont des instruments de solidarité et d'action. Et c'était très important pour des départements ruraux que de pouvoir être intégrés dans une grande région, y compris avec une métropole, pour irriguer les départements ruraux. Et moi, je ne veux pas que l'on puisse penser que le dynamisme des métropoles puisse se faire au détriment des territoires, disons, plus éloignés des activités économiques. Et donc le rôle des grandes régions, c'est d'assurer un développement équilibrés sur leur propre territoire. Est-ce que cette carte a été bien découpée? Parce que c'est aussi la question. Certaines régions ont changé de dimension, d'autres sont restées les mêmes. Pour le Sud, c'est le cas. Mais ce que j'ai voulu, c'est qu'il puisse y avoir une compréhension de l'action qui puisse être menée par les régions. Et je constate, finalement, quelques années après, que personne, je dis bien personne, ne remet en cause le découpage qui est intervenu. Certes, il y a l'Alsace qui veut retrouver ou qui veut aspirer à son unité, mais qui ne veut pas forcément remettre en cause la région Grand Est. Donc ces régions-là, elles sont là. Au-delà des sensibilités politiques, chacun et chacune les porte désormais. Olivier Bonichon. Il y a dans votre livre une anecdote incroyable sur cette nuit de création des régions où vous expliquez avoir déplié une carte de France et avoir travaillé la carte des régions au crayon à papier et à la gomme. Est-ce que cette méthode de travail, aujourd'hui, vous la reprendriez pour obtenir un résultat, au résultat? Pour aboutir à ces 13 régions, il a fallu recueillir de nombreux avis. Avis des régions qui existaient, qui préexistaient, et avis des départements, des villes qui avaient forcément leur mot à dire. Donc il y a une très grande concertation. Est-ce que ça convergeait? Non. Il y avait certaines régions qui voulaient se marier avec leurs voisines, d'autres qui ne le souhaitaient pas. Donc
à un moment, qui doit décider? Une fois que la concertation a eu lieu, que le débat démocratique a pu s'installer, qu'il y a eu aussi, dans certains cas, une consultation d'un certain nombre d'élus locaux, de citoyens, il faut bien qu'il y ait une personne qui, à ce moment-là, fasse le choix. Et cette personne, c'est le président de la République. Donc c'est vrai, j'étais sur une table, et à un moment, il fallait bien que j'arbitre entre les différentes propositions qui m'étaient faites, et notamment par le Premier ministre et le gouvernement. Mais je n'ai pas décidé seul. Ensuite, c'est le Parlement qui, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, qui ont délibéré sur cette carte et l'ont modifiée. Parce que je crois qu'il faut aussi rester sur cette séparation des pouvoirs. Le président fait une proposition avec le gouvernement, ensuite c'est le Parlement qui dispose. C'est François Hollande, l'invité politique ce matin de Territoire d'Info. Vous l'avez gardé le stylo ou vous faisiez le dessin? Il est là. Si vous voulez un découpage, je vous le prête. Merci. Il n'y a pas la table, par contre, vous avez remarqué. Celle-là est plus grande, je le conçois. Voilà, nous avons demandé, Monsieur le Président, aux chaînes affiliées de notre émission d'interroger les Français qui avaient des questions à vous poser, parfois des interrogations même, vous allez le voir. Tout de suite, nous nous rendons à Nantes, en Loire-Atlantique. C'est Anaïs Michaud de Télé Nantes, une chaîne du réseau Via Télévision, qui a recueilli le témoignage d'un conseiller municipal. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Michel Caillot, je suis conseiller municipal à Saint-Sébastien-sur-Loire, une commune près de Nantes. Monsieur Hollande, vous avez été président d'un parti politique, vous avez été président de la République et vous avez initié une réforme territoriale. On se souvient surtout du rapprochement des régions, mais peut-être que cette réforme était un peu inaboutie. Quel est votre avis aujourd'hui sur la continuité? Comment continuer à réformer notre pays d'un point de vue territorial pour qu'à la fois les politiques nationales et locales continuent à être efficaces, à garder un équilibre entre tous les territoires et puis surtout, et ça me tient à cœur, le lien avec nos concitoyens et la vitalité démocratique. Je vous remercie. Vous répondez à cet élu? Oui, je connais bien Saint-Sébastien, en Loire-Atlantique. Je pensais qu'il me poserait la question sur un sujet qui était le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, parce que ça, c'était dans le débat, et j'avais arbitré pour le maintien de la région Bretagne. Vous aviez la gomme d'ailleurs, et non plus le Là, j'avais la gomme. Mais cette question est bien sûr pertinente. Est-ce qu'on doit avoir d'autres étapes, et lesquelles? Moi, je considère que les départements, précisément parce qu'on a fait des grandes régions, gardent leur pertinence. Et notamment les départements ruraux. Qu'il y ait dans les départements où il y a une métropole un sujet de superposition ou de clarification, je le conçois, je sais que le gouvernement travaille sur ces hypothèses. Mais pour le reste, je pense que les départements doivent rester des échelons de proximité et de solidarité. Le vrai sujet n'est plus la carte. On a fait les intercommunalités, il y a des métropoles, il y a des départements qui ont vu leurs compétences clarifiées, il y a des grandes régions. Non, le vrai sujet, c'est la fiscalité locale, c'est-à-dire les recettes dont les collectivités peuvent disposer de manière autonome. Or, je constate, et je le regrette, qu'il y a une disparition de l'impôt local au bénéfice de dotations de l'État compensatrices, et c'est une perte d'autonomie pour les collectivités. Vous êtes opposé à la taxe d'habitation, par exemple? Je pense que le mouvement est engagé, il aura des conséquences. Ça veut dire que pour beaucoup de communes de France ou d'intercommunalités, elles ne vivront... C'est une erreur politique. Elles ne vivront que de dotations. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? On peut réaffecter, je pense qu'il faut toujours regarder vers l'avenir, il n'y aura plus de taxe d'habitation. Voilà. Réaffectons des impôts d'État vers les collectivités locales. Ça aurait pu être la CSG, puisque les départements mènent des politiques de solidarité, il est tout à fait concevable qu'on leur affecte pour financer ces dépenses une part de CSG, ça peut être une part de TVA ou une part de taxe sur les produits énergétiques. Il est très important que les collectivités disposent d'une fiscalité dynamique. Parce qu'un jour ou l'autre, c'est ainsi, j'ai été président de la République, je sais ce qu'est la contrainte budgétaire, un jour ou l'autre, pour faire des économies, on remettra en cause les finances des collectivités locales, et à ce moment-là, carte ou pas carte, il y aura des disparitions d'interventions publiques. Denis Caro. Monsieur le Président, le fossé continue à se creuser entre l'État et les territoires. Aujourd'hui, beaucoup d'élus, beaucoup de maires notamment, sont découragés. On en rencontre beaucoup dans les Alpes-Maritimes, dans le Var. Ils nous disent qu'ils sont fatigués, qu'ils sont de plus en plus sollicités, qu'ils ont de moins en moins de moyens et surtout qu'ils ne sont plus considérés. Comment en est-on arrivé là? Vous avez employé le mot juste, c'est celui de considération. Bien sûr que les finances comptent pour un maire, doit disposer d'un budget qui lui permet d'agir.
À l'évidence, les compétences, les intercommunalités peuvent parfois le priver de capacité aussi de décision. Mais ce qu'il demande d'abord, c'est que l'on considère l'action qu'il mène, le maire. Et aujourd'hui, il y a un phénomène d'éloignement des services publics, des administrations, et éloignement aussi du lieu de la décision, y compris d'ailleurs avec les grandes régions, je le conçois. Et qu'à partir de là, le maire ne trouve pas nécessairement les relais dont il a besoin, les conseils qu'il réclame. S'ajoute un autre phénomène qui est que la population dans les communes a changé. Ce qui était autrefois un lien de convivialité, de solidarité, n'est plus aussi évident. Nouvelle population, citadins venant dans les communes, et je pense aux Alpes-Maritimes, avec des exigences que les maires ne peuvent pas accepter, ou en tout cas auxquelles elles ne peuvent pas répondre. Ce qui fait que le maire est pris dans un dilemme. D'abord, il n'a pas les compétences qui lui permettraient d'agir, et d'autre part, il est soumis à une pression continue, d'où ce sentiment que pour une indemnité très faible, c'est beaucoup de responsabilités. Justement, Monsieur le Président, notre partenaire Azur TV, qui est la plus grande chaîne régionale TNT de France, a rencontré Denise Leboeuf, qui est maire d'une commune des Alpes-Maritimes. On l'écoute, on revient à vous, évidemment. Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser sur cette société à deux vitesses. Les promesses de campagne non tenues, l'identité des territoires mis à la poubelle pour favoriser le découpage électoraliste, la baisse des moyens, la baisse des services publics et le bon sens ignoré s'aggravent entre les territoires français et le parisianisme plus près de Bruxelles. Comment entrevoyez-vous ces risques de dérive qui vont arriver? Oui, les mots que notre interlocutrice utilise, c'est l'éloignement, parisianisme, Bruxelles, sentiment d'être dépossédé. Ce qu'elle révèle là, c'est ce que se disent aussi ses électeurs. Donc, comment y répondre? Le besoin, c'est de décentraliser encore un certain nombre de compétences et de simplifier, abandon de certaines normes, l'action des élus locaux. Parce que si sur un dossier, elle n'a plus la capacité d'agir et qu'elle est enserrée dans des règles qui la privent de toute liberté, elle aura ce sentiment. Mais quand on entend ça, il faut s'en inquiéter. Parisianisme, quand on est près d'une grande ville comme Nice, une grande métropole. Bruxelles, comme si d'ailleurs Bruxelles intervenait ou interférait dans nos choix locaux. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a là, je le vis en ce moment, y compris dans la tournée que j'effectue en France, le sentiment que des territoires, pourtant dynamiques parfois, se sentent et s'expriment comme abandonnés, comme oubliés. Et avec le risque que l'extrémisme autour de l'identité puisse y faire son terreau. C'était justement la question à venir. On voit qu'il y a une conséquence politique à cette désertification, à cet abandon. Et l'extrême droite s'installe dans des territoires où elle n'était jusqu'à maintenant pas présente. C'est le bastion social à Clermont-Ferrand. C'est la droite identitaire qui a voulu s'installer à Tulle, d'ailleurs. Pensez-vous que la classe politique, d'une manière générale, a appréhendé ce phénomène-là pour justement essayer de le combattre? Les élus locaux, oui. Est-ce que les élus nationaux, surtout s'ils n'ont pas ces assises dont je parlais, territoriales, est-ce que même les membres des gouvernements successifs, et je n'en distingue aucun, ont bien compris qu'il y avait ce sentiment? Parfois, il n'est pas étayé par la réalité. Parfois, il y a tous les services publics, il y a tous les éléments de commerce, des médecins qui sont présents. Mais donc, ce n'est pas forcément une réalité, mais c'est le sentiment qui existe. Parfois, il est fondé. Quand il n'y a plus rien, on a eu vos reportages. Vos reportages, c'était quoi? Désert médical, peur qu'il n'y ait pas un médecin à la Cano. C'était le fait qu'il y ait un vieillissement de la population qui ne puisse pas être accompagné, et c'était aussi qu'un commerce puisse disparaître. Ces réalités-là, elles existent. Et donc, moi, je pourrais conjurer ce sentiment, il faut aller vers les territoires. Il faut parler aux territoires. Et le premier rôle d'un gouvernement... il y a un risque de centralisation ou pas? D'abord, oui, il faut éviter toute centralisation. Et il faut... C'est le cas actuellement ou pas? Ah oui, aujourd'hui, il y a une double centralisation. Centralisation par le fait que les élus sont privés de compétences qu'ils réclament.
les régions notamment en demandent, les départements souhaitent de la clarification. Il n'y a pas de réponse du gouvernement à ça. Et il y a une deuxième centralisation, c'est celle dont je parlais, qui est la centralisation financière, puisque toutes les dotations viendront de l'État. Mais ce qui compte aussi, au-delà de ce changement de comportement, c'est d'aller vers les territoires, de parler aux territoires. D'où le point très important, le dialogue avec les élus. Parce que les territoires, ils sont représentés par des élus. Il n'y a plus de dialogue aujourd'hui. Et je pense qu'un des problèmes que le pouvoir actuel connaît, c'est le fait qu'il a voulu ignorer les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est quoi? Ce sont les collectivités locales, et avec les élus qui les représentent. Ce sont les syndicats qui jouent un rôle dans le pays de concertation. Ce sont les grandes associations. Ce sont même les partis politiques. Donc, pour moi, une des réponses, c'est de retrouver les corps intermédiaires. Monsieur le Président, il n'y a pas que la représentation politique qui joue et qui rentre en compte, il y a également l'éloignement territorial et qui s'accentue avec la vétusté aujourd'hui des routes, des infrastructures, des voiries secondaires, etc. Pendant votre quinquennat, vous avez amorcé plusieurs réformes. Et je vais aller directement au but. Il y en a une qui était emblématique, sur laquelle vous avez été obligé de reculer face à la fonte des bonnets rouges, quand vous étiez obligé d'abandonner l'écotaxe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas, parce que c'est quand même une mesure qui a coûté 1 milliard d'euros à peu près à l'État, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été obligé d'abandonner cette écotaxe? Denis Caro derrière. Pour être précis, l'écotaxe avait été décidé par mon prédécesseur. C'est exact. C'est une réforme qui avait été lancée. Il y avait donc des portiques qui étaient déjà installés quand je suis arrivé. Cette réforme n'avait pas été expliquée, n'avait pas été comprise. Le mode de calcul était lui-même illisible. Et il y a eu ces mouvements, et il y en aura d'autres si on prenait la même méthode dans certains territoires, notamment les territoires les plus reculés, géographiquement. C'était le cas de la Bretagne. Donc qu'il y ait la nécessité de faire payer à l'utilisateur des routes, notamment à ceux qui ont des grands gabarits, une part de ce qu'ils infligent à la nation, et ça je pense que c'est tout à fait légitime, mais qu'il faut éviter des machineries fiscales qui créent, on l'a vu, un sentiment d'incompréhension, et aussi parce que les citoyens n'étaient pas tout à fait favorables, parce que c'est un coût supplémentaire pour eux, la distribution. François de Jury entend instaurer une nouvelle taxe pour les camions. Qu'il y travaille. Vous lui souhaitez bonne chance, c'est cela? Qu'est-ce que j'avais fait, moi, quand j'ai abandonné l'écotaxe? J'avais renforcé la fiscalité sur les carburants des camions, donc des poids lourds. Ce qui faisait que, finalement, ces poids lourds participent aussi à l'effort collectif. Il y a un argument qui ferait que des camions ne prendraient pas d'essence ou de gazole sur notre territoire et le traverseraient. Bon, je pense qu'on peut trouver des solutions. Pour les collectivités, le nerf de la guerre, ça reste les moyens. L'argent, durant votre quinquennat, les dotations aux collectivités ont été réduites de 11 milliards pour réduire le train de vie des collectivités, pour réduire la masse salariale. Est-ce que vous ne vous dites pas, au fond, je suis allé un peu trop loin? Je me le suis dit pendant mon mandat, puisque les 2 dernières années, il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Nous avons accepté qu'il y ait un report de la baisse des dotations et j'ai créé un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros pour les collectivités locales. Donc je pense qu'on avait trouvé un équilibre. J'assume d'avoir demandé aux collectivités locales, et notamment aux plus grandes, un certain nombre d'efforts de rationalisation. Et je l'ai fait dans l'esprit de la décentralisation, pour qu'il y ait une compréhension de ce que nous devions faire pour limiter la dépense publique, et pour que les collectivités locales, qui ont fait vraiment un gros effort, puissent être partie prenante de cet engagement. Parce que moi, j'avais la responsabilité de limiter la dette publique de notre pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à un point où il convient d'améliorer surtout le financement de l'investissement des collectivités locales. Je rappelle que 75% de l'investissement public, ce sont les collectivités locales qui l'assurent. Donc pour moi, il est très important qu'un fonds d'État, là, puisse être maintenu, ce que j'avais créé, pour soutenir l'effort d'investissement. Dernière question, Élie Bonichon. Non, sur cet aspect-là, je voulais revenir sur votre discours de Tulle en janvier 2016, où vous aviez, sur cette thématique des territoires, prononcé un discours important de défense des territoires ruraux. Et je rebondis sur la question de Denis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas « je ne suis pas allé assez loin » ? Parce qu'il y avait un discours qui était, vous croyez, de foi dans les territoires ruraux, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas vous dire que c'était que du verbe?
Non, nous avons agi sur les territoires ruraux, et notamment par des dotations spécifiques pour la ruralité. Nous avons aussi fait en sorte qu'il puisse y avoir justement des investissements qui puissent être faits. Mais s'il doit y avoir une proposition à retenir, elle porte un nom compliqué qui est la péréquation. Je vais prendre un exemple. Le marché immobilier a considérablement progressé ces dernières années, et j'en suis, je l'espère, responsable. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de ventes de biens immobiliers. C'est une ressource très importante pour les collectivités locales, communes et départements, mais très inégale. En région parisienne, on peut dire aussi dans les grandes métropoles, il y a eu une activité très importante, beaucoup moins dans nos départements ruraux. Donc il faut que cette recette puisse être partagée. Et donc c'est ce qu'on appelle la péréquation. Les départements ruraux demandent de la solidarité et donc d'avoir, faute de ressources, des éléments qui viennent d'autres territoires, des territoires beaucoup plus urbains, beaucoup plus dynamiques, de façon à ce que les départements ruraux puissent valoriser leur atout. Parce que moi je considère, et je l'avais fait à Tulle, que c'est une chance de vivre dans un département rural. Il faut aussi partir de là, parce que c'est un mode de vie, parce que c'est une tranquillité, parce que c'est une activité qui peut se déployer avec les nouveaux moyens de technologie. Et donc il faut donner cette chance aux territoires ruraux. C'est François Hollande qui est notre invité politique ce matin. Merci Denis Carodny ce matin, Yvarti de Sud-Ouest et Olivier Bonichon de La Montagne d'avoir interviewé l'ancien président de la République sur ces questions-là. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission avec, si vous le voulez bien, la Constitution. C'est le 60e anniversaire aujourd'hui. Vous êtes notre invité d'ailleurs à l'occasion de cet anniversaire. Ce sont des sujets régaliens qui vont être traités maintenant. Alors cette Constitution, on l'oublie souvent, a été rédigée en quelques semaines. C'est la seule à ne pas avoir été élaborée par une assemblée constituante. Et Pierre Bonte-Joseph a eu la chance d'accéder à l'exemplaire original et au dossier législatif conservé aux Archives nationales. On regarde ensemble. La Constitution de la Ve République est gardée ici, dans les grands dépôts des Archives nationales à Paris. Un texte rédigé entre juin et septembre 1958 dans l'urgence de la guerre d'Algérie. La Constitution de 58 bat en quelque sorte tous les records de rapidité. C'est ça le principe de 58, c'est la rapidité qui n'a aucune comparaison possible avec toutes les constitutions précédentes. Le grand changement, c'est que les constitutions, en tout cas pour les constitutions républicaines, la Troisième République par exemple, il a fallu 5 ans. Le gouvernement le sait, le temps lui manque. Pas question donc de réunir une assemblée constituante. C'est le garde des Sceaux Michel Debré qui est chargé par De Gaulle d'écrire le premier texte. Pour être recevable, la motion de censure doit être revêtue d'au moins 3 petits points, signature. Donc Michel Debré propose des variantes, lui-même ne tranche pas, il propose. Mais n'allez pas croire que toutes les options sont sur la table. Cette note d'intention restée confidentielle à l'époque expose bien les buts recherchés. Renforcer le pouvoir du président de la République, mais surtout limiter ceux de l'Assemblée, trop prompte à renverser les différents gouvernements. Et pour contourner le Parlement, Michel Debré va inventer le 49.3. Là, c'est la première fois que dans notre tradition politique, on peut dire une loi qui a été préparée dans le gouvernement, elle passe en vitesse grand V dans le Parlement et finalement, la représentation nationale ne s'est pas exprimée sur le contenu du texte. 49.3, pouvoir de dissolution de l'Assemblée, pouvoir de nomination du Premier ministre, De Gaulle a tranché. La nouvelle Constitution limite fortement les pouvoirs du Parlement. Écrite en pleine crise algérienne, la Constitution donnait au futur président de larges prérogatives. 60 ans après, même en période de paix, il conserve toujours les mêmes pouvoirs. Voilà, avec François Hollande, invité exceptionnel de Territoire d'Info à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution. C'est des sujets qu'on va aborder maintenant, Monsieur le Président, avec sur le plateau Michael Zamès, le rédacteur en chef de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Avec Nathalie Moret du groupe EBRA, qui représente 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Bonjour. Et avec Hervé Favre, qui dirige le bureau parisien de la Voix du Nord. Bonjour Hervé, merci d'être là. Michael Zamès. Monsieur le Président, Emmanuel Macron est ce matin à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au général de Gaulle. Est-ce que vous le voyez en héritier du général ? Tous les présidents de la République qui ont succédé au général de Gaulle se voient tous, d'une certaine façon, en héritier. Mais le général de Gaulle était une personnalité exceptionnelle. Il avait libéré la France. Il avait été celui qui avait permis à la France de retrouver son honneur et sa dignité. Si bien que quand il redevient
chef de l'État, même s'il avait été chef d'un gouvernement au début puisqu'il n'était pas encore la 4e République, lorsqu'il devient le chef de l'État, il est le chef de la France. Et quand il s'adresse dans ce fameux discours en septembre 1958, il est la France. Oui. Donc il est très difficile ensuite de vouloir se mettre dans le rôle du général de Gaulle. Mais qu'est-ce qu'a voulu le général de Gaulle? Et c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Il a voulu la stabilité par rapport à ce qu'était une 4e République qui était connue pour son ingouvernabilité. Il a voulu donner au chef de l'État la capacité d'agir, notamment dans le domaine international. Et enfin, il a voulu que la Constitution puisse être suffisamment solide pour traverser les guerres et les crises. Et de ce point de vue, la Constitution de la Ve République a atteint ses objectifs. J'entends bien ce que vous dites, mais là, on voit aussi ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est capter un certain héritage. Cet héritage dont vous parlez aujourd'hui, est-ce qu'il le réussit ou pas? Vous savez, là, je pense qu'il faut être très prudent. Il faut toujours reconnaître l'histoire et sa place. Il faut toujours s'inspirer. Mais enfin, il faut aussi inventer. Il faut être capable de renouveler. Il faut être capable de porter des politiques et même des manières de faire forcément différentes. Donc je ne crois pas qu'il y ait là une volonté de captation. Vous, Président, vous seriez allé ce matin à Colombey-les-Deux-Églises? Moi, je suis allé au moins 2 reprises à Colombey-les-Deux-Églises comme président de la République, à l'occasion du 18 juin ou à l'occasion d'événements consacrés au général de Gaulle. Donc qu'il y ait aujourd'hui le déplacement d'Emmanuel Macron, au chef de l'État, à Colombey-les-Deux-Églises, me paraît tout à fait légitime. Le président aujourd'hui, donc, c'est les 60 ans de cette Constitution. Elle a été modifiée 24 fois en 60 ans, pas par vous, pendant votre quinquennat, vous n'y avez pas touché. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'aller plus loin, justement, dans la refonte de cette Constitution, ou est-ce qu'il faut considérer qu'on ne touche surtout pas à la Constitution Alors, elle a été modifiée 24 fois, mais pas forcément pour des motifs qui ont changé la nature. Mais elle a été profondément changée et réformée à plusieurs reprises. D'abord, 1962, élection du président de la République au suffrage universel. J'entendais ce matin qu'un sondage dit que les Français, finalement, n'y sont plus aussi attachés. En tout cas, moi, j'y suis attaché, parce que je considère que ça donne une légitimité forte au chef de l'État, et il en a besoin. Ensuite, il y a une autre réforme qui a été celle du quinquennat, voulu par Jacques Chirac et Lionel Jospin ensemble, qui a changé profondément les institutions. Dans le bon sens ? Accélération du temps, parce que fin de la cohabitation, on la voit mal aujourd'hui ressurgir dans un temps aussi court, et qui donne aussi au président de la République peut-être une responsabilité dans l'urgence des questions à traiter, alors que le temps long lui permettait de rester sur les grandes orientations. Le quinquennat, c'était une bonne chose. Je pense que ces 2 réformes, le quinquennat et l'élection du président de la République au suffrage universel, sont irréversibles. Et ça a effacé pourtant le rôle du Premier ministre. Et j'en arrive à votre proposition, ou en tout cas à votre réflexion. S'il y a une étape nouvelle, et j'y suis favorable, c'est que notre régime est à la fois parlementaire, le chef du gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, et présidentiel, le chef de l'État dispose de prérogatives importantes. Et il y a ce personnage, le Premier ministre, dont on ne sait pas s'il est encore le chef de la majorité. Je crois que Édouard Philippe n'est même pas membre du parti de la majorité. Ou s'il est un collaborateur, c'était le mot que Nicolas Sarkozy avait utilisé pour qualifier à l'époque François Fillon. Moi, je considère qu'il faut, comme l'avait dit Georges Pompidou, couper le nœud gordien. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire le président de la République doit être le seul chef de l'exécutif. Donc plus de Premier ministre. Donc plus de Premier ministre, plus de responsabilité devant le Parlement, plus de droit de dissolution. Plus président de la République pour l'Assemblée nationale. Donc un hyper-président. Et non. Et pour éviter ce qu'on constate aujourd'hui, depuis des années, l'hyper-présidence. L'hyper-présidence n'est pas liée à la Constitution actuelle, au sens où il n'y a pas les pouvoirs de tout l'exécutif. Mais le problème de notre Constitution, c'est que le Parlement y est trop faible et qu'il y a une diarchie au sein de l'exécutif. Donc je vais jusqu'au bout de la logique, qui me paraît être finalement celle de la Ve République dans sa modernité. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un Parlement qui ressemblera à bien des égards au pouvoir du
Congrès américain, qui n'est pas rien dans un régime présidentiel, et un président de la République élu pour 5 ans, qui doit remplir son mandat et qui est forcément le chef de la majorité. Je n'ai pas proposé parce que dans la campagne présidentielle de 2012, je n'avais pas évoqué ce sujet, et que l'expérience qui est la mienne aujourd'hui, d'avoir été président, avec des premiers ministres qui ont été loyaux... Pouvoir, ça oui, c'est une leçon du pouvoir. Elle est intégrée d'ailleurs dans le livre, je vous en remercie. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Après, on peut faire des révisions partielles. Mais un Premier ministre, Monsieur le Président, c'est utile. J'ai entendu récemment Manuel Valls qui disait qu'il avait pris la foudre à votre place. Donc il y a le Premier ministre fusible et le Premier ministre paratonnerre. Oui, mais ça a été une tentation sous la Ve République d'utiliser le Premier ministre pour... Ça a été le cas pour Manuel Valls? Non, Manuel Valls a voulu... Il n'a pas pris la foudre à votre place. Il l'a souhaité, donc quelquefois, quand on la recherche, elle tombe. Mais ce que je crois, c'est qu'il a été un Premier ministre loyal, qui a toujours exercé ses responsabilités sous mon autorité. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir un paratonnerre, de changer le Premier ministre parce qu'il y a une difficulté, est finalement une forme de défausse de sa propre responsabilité. Moi, il faut aller jusqu'au bout. Le président a été élu par les Français. Il est sur un programme responsable de ce qui est engagé et il doit en rendre compte et il ne doit pas essayer d'utiliser un personnage dans l'exécutif, en l'occurrence le Premier ministre, qui, dans la Constitution, c'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Vous interrogez les Français... Ce qui n'est plus vrai. Voilà, vous interrogez les Français, vous leur dites qui conduit et détermine la politique de la nation? Le président de la République. En ce moment, le Premier ministre, il est aussi ministre de l'Intérieur. Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. On a eu le sentiment dans vos propos que vous aviez le sentiment, en tous les cas que vous sous-entendiez, que la sécurité des Français n'était plus assurée à cause de cet intérim. Est-ce qu'on a bien compris? Non, ce que je veux dire, c'est que la question majeure de la sécurité ne peut pas vivre en intérim. Ne peut pas être traité de manière intérimaire, qu'il y ait quelques heures, mais pas plus de quelques jours. Pourquoi? Parce que la sécurité doit être incarnée. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur. Et les forces de police, de gendarmerie doivent être commandées. Vous avez un nom à suggérer? Non, mais je reste sur ce sujet-là parce qu'il est très important. Oui. Il ne peut pas y avoir de vacances. Il n'y a pas de vacances puisque c'est le Premier ministre qui assure. Mais il faut savoir ce qu'est la charge d'un Premier ministre. Comment peut-il être tous les jours au service de la sécurité des Français? Donc qu'il y ait eu un moment d'attente pour choisir un successeur, je le comprends. Mais que l'on soit encore dans cette situation, 48 heures après, j'ai été confronté, puisqu'il faut toujours parler de sa propre expérience. Moi j'ai eu plusieurs personnes qui, à un moment, m'ont remis leur démission. Et j'ai toujours traité dans l'instant, je dis bien dans l'instant, la question du remplacement. Et par exemple, pour un ministre de l'Intérieur, c'est arrivé, qui a été obligé de démissionner. J'ai immédiatement nommé son successeur dans les heures qui ont suivi. Donc avec l'expérience qui est la vôtre, vous souhaiteriez, vous conseilleriez maintenant au président de la République d'agir vite? Je pense que la fin de la semaine est déjà trop tard. C'est important ce que vous dites, la fin de la semaine est déjà trop tard. Oui, je pense qu'il faut aller vite. Je ne peux pas vous dire mieux. Il s'agit de choisir le ministre qui est chargé de la sécurité. Nous sommes dans un contexte, vous l'avez quand même relevé, nous sommes dans un contexte qui reste avec une menace élevée. Bien sûr. Et avec des questions. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur démissionnaire évoquer ce qui se passait dans les quartiers. Absolument. Et donc, avec des il risques a raison très d'ailleurs d'évoquer cela. S'il le pense, c'est qu'il l'a constaté. Donc, en à même temps, partir de Martine Aubry a dit la même chose. Les gouvernements, Martine Aubry a dit la même chose aussi. Que la République avait disparu de certains quartiers. Mais il faut faire que la République, ce n'est pas simplement l'État. C'est aussi les collectivités qui ont un certain rôle dans ces quartiers. Mais l'État a sa première responsabilité. Donc si on est dans cette situation aussi grave, il faut avoir un ministre qui soit prêt à agir dès maintenant. C'était une erreur de prendre Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur? Je ne peux pas répondre à cette question. Il ne vous a pas échappé que je ne l'avais pas pris comme ministre quand j'étais président de la République. C'est répondu. Si vous permettez, sur la réforme constitutionnelle, ça sera peut-être la dernière question. On a vu qu'elle s'était interrompue au moment de l'affaire Benalla, que vous avez dû suivre de près. On a entendu des sénateurs qui, évidemment, n'étaient pas pressés de repartir sur cette affaire de constitution. Et maintenant, des députés de La République En Marche qui disent haut et fort qu'il faudrait peut-être attendre ou pouvoir abandonner. Est-ce que ça serait aussi une solution? Ça a été rappelé, moi-même j'avais fait des propositions de révision constitutionnelle, pas sur le rôle du Premier ministre ou sa place, ou son existence, mais sur des choses qui me paraissaient devoir être réglées. L'indépendance de la magistrature
et le fait que les anciens présidents de la République ne puissent pas siéger au Conseil constitutionnel. Ce n'était pas considérable. Et puis il y avait aussi l'état d'urgence qu'il fallait constitutionnaliser. Donc moi, si c'est pour des réformes de ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi ce serait interrompu. Si c'est en revanche, parce que c'est quand même l'idée qui est sous-jacente, de changer mode de scrutin, nombre de parlementaires, je pense que... Il y a un risque d'affaiblissement du Parlement avec cette réforme. Oui, là, le pouvoir va avoir des difficultés. Vous êtes contre la diminution du nombre de parlementaires à ce niveau-là, oui. Qu'il y ait un nombre... Niveau, alors écoutez, là, je trouve qu'un tiers de parlementaires en moins, plus l'introduction d'une proportionnelle, même si elle est limitée, ça ferait qu'il n'y aurait plus que 300 circonscriptions territoriales pour des élections législatives. On parlait des territoires, on parlait de leur représentation, du sentiment d'éloignement. Je pense que ce ne serait pas une bonne évolution. Nathalie Moret. Oui, on a parlé tout à l'heure de ce que vous pensiez effectivement du rôle du Premier ministre par rapport au Président de la République. Vous aviez dit à l'époque que vous étiez un président normal. On a maintenant un président qui se construit par opposition à vous en étant jupitérien. Où doit se situer le curseur ? Ça, c'est un des sujets principaux pour l'exercice de la fonction présidentielle. Et ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Comment être président ? Comment se comporter comme président? Comment exercer la fonction la plus éminente dans l'État? Je considère qu'il faut allier deux démarches. Celle de la hauteur, qui n'est pas d'être hautain, et celle de la proximité, qui n'est pas simplement d'être tactile. Il faut être capable de pouvoir allier l'autorité indispensable et l'humanité. Dans les rencontres que je fais en ce moment avec les Français, c'est le mot qui revient le plus souvent. Humain. Eh bien, je pense que la fonction présidentielle, qui est exigeante, qui appelle quelquefois des décisions très lourdes, comme de décider de la vie et de la mort lorsqu'il y a une intervention extérieure, ou du sort de catégories de la population à travers des décisions fiscales ou autres. Donc, comme c'est une fonction éminente, il faut aussi qu'elle soit incarnée humainement. Mais c'est le plus difficile. Et moi-même, quand j'ai évoqué la présidence normale, qui était parfaitement comprise au début de mon mandat, mais certains se disaient, est-ce que ce n'est pas un abaissement de la fonction présidentielle? Non, l'humanité n'est pas un abaissement de la fonction présidentielle. Et alors, est-ce que les petites phrases qu'on a beaucoup commentées d'Emmanuel Macron ces derniers temps, les Gaulois réfractaires, l'épisode du chômeur à qui on dit de traverser la rue pour trouver un emploi, est-ce que ça abaisse la fonction présidentielle, selon vous? Chacun a son style, sa méthode. C'est plutôt ce que ça révèle comme politique. Ce qui est intéressant dans le propos d'un président, c'est pas tant la forme qu'il va utiliser que le fond même de sa pensée. Et à mes yeux, ce qui a pu peut-être parfois surprendre, choquer, n'est pas tant le fait qu'il l'ait fait à travers un dialogue avec des citoyens, ce qui est quand même bien normal, si je puis dire, mais plutôt ce que ça révélait d'orientation politique. Finalement, François Hollande, à vous écouter depuis quelques minutes, première partie, deuxième partie nationale, vous êtes en train de devenir le premier opposant à Emmanuel Macron? Non, je ne suis pas dans ce rôle-là, je n'ai aucun mandat, et je n'ai aucune raison de me situer sur ce champ politique. Ce que j'essaye de dire, c'est plutôt ce serait l'intérêt du pays, tel que je peux le ressentir à travers mon expérience. Mais il y a suffisamment d'opposants aujourd'hui à Emmanuel Macron et au gouvernement pour que je ne m'ajoute pas à la liste. Et le problème n'est pas d'être opposant. Et si j'ai, peut-être on y reviendra, une leçon à livrer, c'est que s'opposer, c'est le plus facile. Ce qui compte, c'est d'offrir une alternative, un espoir, un projet, une capacité à imaginer que si les gouvernants d'aujourd'hui, comme se dire, échouent, qui va venir ? Qui va être capable de donner une solution démocratique? Qui l'offre justement aujourd'hui l'alternative? C'est trop tôt. C'est pas en termes de personnes que la question se pose. En termes de quoi alors? C'est en termes de construction politique, de formation politique, d'alliance politique, de capacité politique. Les questions de personnes se régleront au moment de l'élection présidentielle. Mais ce qu'il faut, c'est avoir, permettez-moi de le dire, pour la gauche, une formation qui puisse être crédible
et qui puisse donner des solutions par rapport aux problèmes d'aujourd'hui, pas simplement au sujet d'hier. De la même manière pour le centre droit ou la droite, la question elle est également posée, comment arriver à être une alternative. Vous dites qu'il faut être crédible. Pour l'instant, la gauche elle est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas crédible ? Non, je ne pense pas que la gauche soit incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Il se dit le premier opposant, lui, et dans l'opposition Emmanuel Macron, c'est lui l'opposition. Non, mais il ne représente pas la gauche. Il n'est pas de gauche. On l'entend plus sur le Parti socialiste. Il ne représente pas la gauche. Il ne veut pas se situer sur ce terrain-là. De plus en plus, il emploie le terme de gauche. Hein. Il le retrouve. Oui, ça dépend des moments. Mais il ne peut pas être la solution. Pourquoi ? C'est un danger ? Mais parce que ce qu'il porte n'est pas facteur de rassemblement des électeurs de gauche. Les électeurs de gauche ne veulent pas sortir de l'Union européenne, ne veulent pas quitter la zone euro, ne veulent pas quitter l'OTAN, ne veulent pas avoir comme modèle le Venezuela ou tout autre pays fantaisiste. Pas de 6e République ? Ils ne veulent pas une constituante, ne veulent pas abolir la représentation indirecte du pays. Et pourtant, il connaît un certain succès auprès des Français. Quel succès ? Il a obtenu un score important à l'élection présidentielle. Ce n'est pas regarder aujourd'hui. Un certain nombre de députés. Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, et ça me coûte, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, dans le monde, en Europe, quelles sont les forces politiques qui sont à l'œuvre ? Ce n'est pas l'extrême gauche, c'est le populisme d'extrême droite. Il faut en avoir conscience. La vraie menace, laissons Jean-Luc Mélenchon à ses rêves, mais la vraie menace aujourd'hui, s'il n'y a pas une force démocratique qui est capable de s'organiser, c'est l'extrême droite. Avec 6% quand même à la dernière élection présidentielle, on y revient. Avec 5% des intentions de vote pour les élections européennes, est-ce que le PS n'est pas mort ? On parle de la gauche. Oui, moi je ne suis pas dirigeant du Parti socialiste. Je reste socialiste de cœur et de raison. Et je suis conscient que la social-démocratie qui traverse une crise doit être de nouveau une force d'avenir. Mais ne confondons pas. À l'élection présidentielle, ce n'est pas le mouvement socialiste qui était candidat. Benoît Hamon ne représentait pas le Parti socialiste. Il n'est même plus au Parti socialiste. Il avait fait la primaire dans le Parti socialiste. Il avait gagné la primaire. Il avait gagné, mais enfin, il ne défendait pas la ligne qui était la mienne. Donc à partir de là, il faut essayer de reconstruire. C'est ce que fait Olivier Faure avec les socialistes. Je respecte leur démarche, mais il faut avoir la conviction qu'il faut être clair et qu'il n'y aura pas de renouveau de la pensée socialiste sur les ambiguïtés ou les additions de pensée. Quelles ambiguïtés, Monsieur le Président ? Il faut être européen et dire pourquoi. Il faut être capable de défendre une politique économique qui puisse être à la fois juste et efficace. Il faut être clair sur ce que l'on veut sur l'immigration, qui est un sujet qui va s'imposer parce que Et vous ne les jugez pas assez clairs pour l'instant sur ces questions-là ? Tout le travail qu'ils vont faire et je leur donne tout mon appui pour le mener. La social-démocratie que vous défendez, c'est finalement celle d'Emmanuel Macron. Il n'est pas si loin que vous. Quelles sont les différences entre la politique d'Emmanuel Macron et la social-démocratie Je peux parler des différences entre la politique que j'ai menée et celle qui est conduite aujourd'hui. Il n'est pas social-démocrate ? Non, mais plutôt que de donner des noms, regardez ce qui s'est fait et regardez ce qui se fait. Ce qui s'est fait pendant mon quinquennat, c'est une politique où la fiscalité était redistributive, où les plus fortunés contribuaient à l'effort national. Ce qui s'est fait, c'était une politique où les baisses d'impôts étaient accordées aux classes moyennes et aux plus modestes. Ce qui s'est fait pendant mon quinquennat, c'était des emplois aidés pour ceux qui étaient les plus éloignés de l'emploi. Ce qui s'est fait durant mon quinquennat, c'était une priorité pour l'éducation nationale. Il y a pris part Emmanuel Macron. Donc, dans ce qui se fait aujourd'hui n'est pas en continuité. Et d'ailleurs, il en a parfaitement le droit. Mais on voit même des contraires se révéler, c'est-à-dire aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan social, que sur le plan aussi sur la conception même du pouvoir ou sur la relation avec les territoires et les élus. Et donc moi je le constate. Je ne fais pas ici de procès. Je dis simplement qu'il y a une rupture qui s'est produite. Vous l'avez qualifié de président des très riches. Est-ce qu'il n'y a pas eu depuis quelque temps un rééquilibrage avec le plan de pauvreté ? Est-ce que vous persistez dans ce procès ? Mais ce n'est pas un procès. Moi, je ne suis pas du tout dans ce rôle-là. Mais quand on supprime l'impôt sur la fortune des détenteurs de patrimoine mobilier, c'est-à-dire de titres, d'actions, de capitaux, c'est forcément une politique pour les très riches. Pas pour les riches, pour les très riches. Vous ne croyez pas au ruissellement ?
Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour l'instant, c'est du goutte à goutte. Hein, mais sur la pauvreté, je souhaite que le plan pauvreté puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible et qu'il puisse même être amplifié si les conditions le permettent. Question notamment sur le travail, par exemple, parce qu'il a dit récemment dans une interview au Journal du Dimanche qu'il n'a pas été élu forcément sur le pouvoir d'achat, pas élu pour faire la fin des mois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut s'entendre aujourd'hui de la part des Français? Poser la question, c'est y répondre. Je vous pose quand même la question. Moi, j'étais hier à Hirson, dans l'Aisne. J'ai interrogé un responsable d'une grande surface. Il me disait qu'à partir du 20 du mois, son activité déclinait considérablement. Et elle ne reprenait qu'à partir du 5 du mois suivant. C'est ça la vie. La vie dans beaucoup de territoires, la vie de beaucoup de Français. Et on parlait de goutte à goutte, c'est de l'euro par euro qu'il s'agit. Quand on supprime 5 euros sur une APL, ça a des conséquences. Donc ça, c'est la vie concrète. Le pouvoir d'achat, quand il y a une croissance, et elle est revenue, et la politique que j'ai menée avec les gouvernements qui ont été les miens, a permis cette croissance. Elle doit être au service de ceux qui ont travaillé, sûrement. Et aussi de ceux qui sont retraités. Hier, les retraités manifestaient. J'entends il se trouve que, à la suite de la publication de ce livre, je suis allé faire de nombreuses séances de dédicaces. Il y a plusieurs mois. Je n'ai pas eu besoin de sondage. Je n'ai pas eu besoin d'enquête d'opinion. J'ai compris que pour beaucoup de nos compatriotes retraités, c'était insupportable, ce prélèvement. Parce qu'il était injuste, parce qu'il était incompréhensible et parce qu'il n'était pas approprié à la situation d'aujourd'hui. Alors justement, depuis la publication de votre livre, vous avez pris à maintes fois la parole pour expliquer quel avait été votre quinquennat. Vous l'avez fait devant la Fondation Jean Jaurès, vous l'avez fait dernièrement assez longuement à Cherbourg. Malgré tout, on a l'impression que les Français ne vous font pas crédit de votre bilan. Comment vous l'expliquez? Le temps va être sans doute la réponse. Lorsque j'étais en responsabilité, on ne fait aucun crédit au président en place. C'est le principe. Ça vaut pour moi, ça valait pour mon prédécesseur, ça vaut pour mon successeur. On ne fait pas crédit. La Maison France ne fait pas crédit. Elle considère que c'est maintenant, un slogan, on l'avait laissé penser, qu'il faut avoir des résultats. Et puis les résultats arrivent. Quand ils arrivent. Ce qui est arrivé... Vous regrettez le slogan, le changement? Non, parce que c'était le premier changement, c'était quand même d'être président. Donc ça permettait le reste. Mais quand les résultats sont là, parfois ils arrivent tard, mais on les constate que quelques mois, quelques années après. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une relecture du quinquennat. Et puis par ailleurs, la comparaison est toujours utile. Il y a certains bons résultats économiques aujourd'hui. On l'a vu récemment dans des enquêtes. Vous estimez que c'est votre bilan aujourd'hui? Je pense que les résultats de 2017 sont les nôtres. Et que pour partie 2018, ensuite, il y a les choix qui sont faits et les résultats seront ceux de... Mais vous prenez votre part de bilan, là? Je pense que la croissance que nous avons eue en 2017, plus de 2,2%, la baisse des déficits en dessous de 3%, l'équilibre de la sécurité sociale, puisque après presque 18 ans de déficit, nous avons eu un équilibre. Oui, c'est notre politique. De la même manière, le redressement de la compétitivité, l'investissement des entreprises, oui, ce sont les mesures que j'avais prises, le CICE, le pacte de responsabilité, et les créations d'emplois, puisque j'avais porté cet argument de l'inversion de la courbe du chômage, ça m'a été suffisamment reproché. Enfin, 700 000 emplois créés dans les deux dernières années et demie de mon quinquennat, et la baisse du chômage, je considère que oui, c'est à partir des choix que nous avons faits que nous avons eu ces résultats, mais ils ne suffisent pas. Et donc c'est normal que maintenant, il y ait une équipe qui essaye d'aller plus loin, et j'espère qu'elle y parviendra. Mais pour l'instant, je n'en suis pas sûr. François Hollande, vous faites crédit à cette équipe? J'espère la réussite de mon pays. Vous n'en êtes pas sûr, c'est ce que vous venez de dire. J'espère la réussite de mon pays, parce que je sais ce que représente le chômage, je sais ce que représente une amputation de pouvoir d'achat. Donc je ne vais sûrement pas faire le pari de l'échec. Alors, les Français s'intéressent à votre avenir, François Hollande. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, notre partenaire, a rencontré Jean à Bordeaux qui s'interroge sur cet avenir. On l'écoute. Bonjour, monsieur Hollande. Je suis de Bordeaux, je m'appelle Jean, j'ai 76 ans. On vous voit partout, dans les médias et dans les journaux, et je voudrais savoir quel est votre avenir politique. Je ne sais pas si on me voit partout. Je fais en fait assez peu d'émissions et je suis très heureux d'être parmi vous. Constatez le privilège que je vous accorde. Plaisir partagé, j'allais vous dire.
Mais c'est vrai qu'avec ces séances de dédicace, avec le livre, j'ai été présent sur le territoire et sûrement que le téléspectateur en a eu le reflet. Il y a un désir de Hollande ? Oui, mais il faut être très attentif. Les gens qui viennent me voir sont ceux qui m'apprécient. Ceux qui ne viennent pas me voir, je ne peux pas déceler leur intention, mais elle n'est pas forcément aussi positive. Ce que j'essaye de dire est vraiment, croyez-moi, je n'ai aucun projet. J'ai peut-être un avenir, j'espère, à mon âge, mais il est limité dans le temps. Mais je n'ai aucun projet. Je ne cherche rien pour moi-même. Je considère qu'il y a péril dans la démocratie. C'est ça que je veux exprimer, y compris à travers ce livre. C'est compliqué de présider la France, sûrement qu'il y a des problèmes économiques tout à fait majeurs, mais c'est un péril pour la démocratie qui est aujourd'hui en train de se lever, comme à d'autres périodes de notre histoire. C'est grave ce que je dis, parce que ce qu'on voit, et on va en parler tout à l'heure, dans le monde, avec l'attitude de Donald Trump, ce qu'on voit avec la montée des puissances qui ne sont pas démocratiques, ce que l'on voit aussi avec la résurgence de nationalisme partout, y compris au Québec. Vous vous rendez compte, au Québec, pays qui a vécu avec l'immigration, il y a un nouveau Premier ministre qui veut limiter l'immigration. Bon. Donc on voit très bien qu'il y a aujourd'hui des thèmes identitaires notamment, qui viennent percuter la démocratie. Qu'est-ce que doit faire un ancien président? Parce que c'est ça la question. Est-ce que c'est simplement de rentrer dans le jeu politique? Je vous ai dit, il y a suffisamment d'opposants pour le faire. Non, il doit alerter. J'alerte aussi sur l'Europe. Mais on verra tout à l'heure avec les questions. Mais on ne peut pas rester donc dans vous n'écartez pas de retour, mais pour l'instant, en tout cas... Non, je n'ai aucun projet. Donc, je n'ai, comme je l'ai souvent dit, j'ai quitté l'Élysée, je n'ai pas quitté la France. Je suis un citoyen qui a eu une responsabilité éminente d'être président de la République. Je suis passionné par la France. Mais je n'ai pas ici une ambition qui ferait que j'aurais presque une addiction et que je ne considérerais la politique que par rapport à moi-même. Non, j'essaye d'avoir une conscience un peu plus élevée. Merci, Monsieur le Président. On va passer à la troisième partie de cette émission. On va parler des questions internationales, des affaires du monde que vous avez bien connues. On va tout de suite regarder ensemble le Zap Monde de notre partenaire TV5 Monde qui diffuse cette émission dans 200 pays à travers 9 antennes à travers le monde. Et on vous fait réagir, bien sûr, à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. À tout de suite. Comment casser une image de Premier ministre austère et rigide? En exécutant quelques pas de danse au son de Dancing Queen, par exemple. Chacun jugera de la réussite de l'opération séduction de Theresa May. Devant ses troupes, elle appelle à l'unité sur le Brexit et les négociations en cours avec l'Union européenne. Personne ne désire plus que moi un bon accord. Mais cela n'a jamais signifié avoir un accord à n'importe quel prix. La Grande-Bretagne n'a pas peur de partir sans accord s'il le faut. In extremis, une demi-heure avant l'expiration du délai imposé par les États-Unis, le Canada s'est finalement joint à l'accord de libre-échange déjà conclu entre Américains et Mexicains. L'ALENA est donc mort, vive l'AEUMC, l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Donald Trump tient ainsi sa promesse électorale, lui qui avait qualifié l'ancien accord de désastre pour les États-Unis. Le président des États-Unis est soupçonné de fraude fiscale sur l'héritage de ses parents. D'après le New York Times, il aurait reçu plus de 400 millions de dollars, en partie grâce à des manœuvres d'évasion fiscale illicite. La Maison-Blanche dément, une enquête a été ouverte, un nouveau coup dur pour celui qui avait justement construit son image et sa campagne électorale sur l'homme qui s'est fait tout seul. Mimo Lucano, salué dans le monde entier pour avoir revivifié son petit bourg déserté en ouvrant sa porte à quelques 200 migrants. Riace, inerte à cause du chômage, de l'exode des jeunes du village, revivait depuis une dizaine d'années grâce aux initiatives de ce maire militant qui avait fait de l'hospitalité son credo. Nous avons pu rouvrir l'école, relancer plusieurs boutiques d'artisanat. On travaille main dans la main. Et surtout, nous avons transmis un message d'humanité au monde. Le nouveau gouvernement populiste italien s'est montré déterminé à lui barrer la route. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait ces derniers mois coupé les fonds destinés au village.
Voilà, c'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui est notre invité à l'occasion des 60 ans de la Constitution de la Ve République. On passe aux thèmes internationaux, aux affaires du monde. J'accueille sur ce plateau François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France. Bonjour et merci d'être avec nous. Et j'accueille Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Vous êtes tous les deux les patrons de médias qui sont les premiers sur le plan international, premier quotidien francophone du monde pour Ouest France et première chaîne de télévision francophone du monde, troisième réseau mondial de télévision pour TV5 Monde. Tout de suite, on voulait réagir à ces images de Theresa May. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Elle est en forme, Theresa May. On l'a vu danser au congrès du Parti conservateur. Et pourtant, les temps sont durs pour elle. Donald Trump a tout fait, le président américain, pour saborder les projets d'accord sur lesquels elle travaillait. Monsieur Livingstone, l'ancien maire de Londres, qui aimerait bien prendre sa place, qui est partisan d'un Brexit dur, la guette au tournant. Il ne reste que quelques semaines dans ces négociations. Jusqu'où doit aller Michel Barnier, le négociateur européen? Jusqu'où doit aller l'Europe sur la voie du Brexit? Jusqu'où faut-il aller? Que faut-il accepter? Il faut respecter les traités et les principes qui font l'Europe. Et donc les principes de la libre circulation. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que, pour être le plus clair possible, le Royaume-Uni peut quitter l'Union européenne et à ce moment-là, il aura, le Royaume-Uni, avec l'Europe, un accord commercial, comme il en existe pour le Royaume-Uni avec les États-Unis ou avec d'autres pays du monde. Ça aura des conséquences défavorables pour les échanges entre l'Europe et le Royaume-Uni. Donc il faut essayer de trouver une solution. La solution pourrait être de rester dans le marché intérieur, mais il y a des conditions. Il faut à ce moment-là respecter les principes de libre circulation des personnes et des biens. Et c'est le problème, c'est le dilemme qu'a Madame May, qui peut danser un jour, mais quand la bise va être venue, et elle arrive, la bise, il va falloir à un moment être clair, et il ne peut pas y avoir, et Michel Barnier fait tout ce qu'il peut, et je pense qu'il fait un travail remarquable, tout ce qu'il peut pour essayer de trouver un accord qui soit à mi-chemin entre la règle commerciale qui vaudrait pour tous les pays du monde et l'accès au marché intérieur. Mais faut-il encore qu'il ait une première ministre qui puisse avoir le soutien de son parti. Or, c'est bien là le sujet de Madame May, c'est qu'elle n'est pas sûre que même sur cette proposition d'équilibre, elle puisse avoir le soutien des conservateurs qui veulent un Brexit dur, c'est-à-dire une sortie pure et simple de l'Union européenne. Et puis il y en a d'autres, le parti travailliste, qui voudrait être, lui, plutôt sur le marché intérieur, c'est-à-dire pour rester dans la logique de l'Union européenne sans être partie prenante de l'Union européenne. Elle en est là. Et qu'est-ce qui peut se passer? Parce que c'est la question que nos téléspectateurs ou auditeurs peuvent avoir à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe si à la fin, il n'y a pas d'accord? S'il n'y a pas d'accord, c'est prévu par les traités, on rentre dans la logique de la sortie, et avec toutes les conséquences négatives pour le Royaume-Uni, avec le problème de l'Irlande qui va être posé, mais aussi avec des conséquences économiques qui ne seront pas forcément bonnes pour l'Union européenne. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'avenir de l'Europe. 2019, nouveau Parlement, nouvelle Commission, nouveau président du Conseil européen, ça fait beaucoup de changements. Et partout, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, partout la montée des populismes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même lieu d'être très inquiet pour ce qui va se passer fin mai, avec ces élections européennes? Oui, parce qu'il y a le retour du nationalisme. Populisme, souverainisme, extrémisme, quelles que soient les appellations, c'est du nationalisme. C'est l'idée que finalement, il ne faut plus rien demander à l'Europe et l'Europe plus rien demander aux nations. À partir de là, si ces groupes populistes, extrémistes, souverainistes peuvent bloquer le Parlement européen, sont une forte minorité, l'Europe va s'arrêter, tout simplement. Elle n'avancera plus. Souhaitons qu'elle ne recule pas, mais elle n'avancera plus. Pour régler des problèmes, pourtant, que nous avons sous les yeux, les accords commerciaux, y compris avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, problème de l'immigration, des réfugiés, l'Europe ne prendra plus de décision. Alors, il faut conjurer ce risque, mais ça ne suffira pas. Parce qu'au Conseil européen, en dehors donc des élections au Parlement européen, le Conseil européen, c'est la représentation de tous les chefs d'État et de gouvernement. Et donc, on a les 27, s'il n'y a plus le Royaume-Uni. Les 27, vous aurez des chefs de gouvernement nationalistes. Aujourd'hui, il y en a, qui disent de toute façon sur l'immigration, nous ne voulons pas avancer. Qui disent sur le budget de la zone euro, on n'en veut pas. Qui disent sur la convergence fiscale, sûrement pas. Qui disent que sur la politique agricole commune, on le veut maintenant diminuer. Donc, quelle est à ce moment-là la solution? Eh bien, celle que
préconise, à laquelle je réfléchis, et qui doit, à mon avis, être lancée après les élections au Parlement européen, c'est une union entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que nous puissions porter, la France et l'Allemagne, des politiques en matière de développement durable, d'écologie, de transition, d'industrie, y compris même sur les questions d'intégration, d'immigration, de sécurité, de défense. La France et l'Allemagne fassent un pacte qui puisse être le sens de ce que doit être une Europe réduite. Toujours dans les 27, toujours avec le marché intérieur, toujours avec la zone euro, mais avec deux pays qui décident d'agir seuls ou avec ceux qui voudront les rejoindre. Est-ce que Mme Merkel n'est pas en position de faiblesse aujourd'hui, si on pense à cette hypothèse, à laquelle on avait beaucoup pensé après les élections allemandes? Il y avait eu un moment de flottement, on s'était dit, voilà, ça va repartir, le couple franco-allemand va repartir. On n'a pas Est-ce que c'est possible avec elle, oui? Moi, je pense que Mme Merkel est la meilleure interlocutrice aujourd'hui. Pas parce qu'elle est en position de faiblesse, mais parce qu'elle est consciente de ce qu'aujourd'hui le risque existe. Monter des populismes, elle le connaît, ce risque. Avec un parti d'extrême droite allemand qui est maintenant le deuxième dans les sondages, et avec une coalition qui est en difficulté. Donc elle a besoin d'une sortie par le haut, Mme Merkel. Il faut lui offrir. Mais ce n'est pas simplement le couple qu'on reconstitue. Il faut qu'il y ait presque un traité entre la France et l'Allemagne qui puisse montrer les avancées qu'il soit possible de faire dans les prochaines années. Puis ensuite, les pays qui voudront s'y agréger, bien sûr, ils seront accueillis. François Hollande, puisqu'on parle de l'Europe, vous avez votre ancien Premier ministre qui est candidat aux élections municipales d'une grande métropole en Espagne, Barcelone. C'est un vrai signe pour l'Europe. Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous irez même, à la limite, faire campagne pour lui? D'abord, je pense qu'il y a de la sincérité dans sa démarche. Il va à Barcelone parce que c'est sa ville. Il y est né, il y a vécu et qu'il y a un attachement. Et ce sens-là, je le comprends. Ensuite, il a son projet politique à Barcelone qui lui appartient. Et c'est un contexte très particulier. Mais je pense qu'il le fait avec des valeurs européennes. Vous comprenez qu'il ait choisi Barcelone plutôt qu'Évry? Ah non, ça c'est un choix personnel. Qui sans doute est lié à sa situation. Il est né en Espagne et il est devenu français à 20 ans. Il a servi la France, il retourne en Espagne. J'imagine que ça a été un dilemme, un tourment même dans son esprit, mais je respecte sa décision. Vous le soutenez? Non, je ne le soutiens pas parce que c'est pas, moi je ne suis pas barcelonais, si vous voulez, je ne suis pas espagnol, donc je ne vais pas soutenir une candidature, je ne connais pas, mais je comprends sa démarche. Les Français vont voter aux européennes sur des listes nationales, alors qu'avant c'était des listes régionales. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de nationalisation du débat alors que les enjeux ne sont pas nationaux? Oui, mais ce n'est pas nouveau. Depuis la première élection au Parlement européen, on est sur ces listes nationales. Je sais que Emmanuel Macron avait voulu porter l'idée de liste transnationale. Ça aurait été possible. Mais ça n'aura pas forcément clarifié le débat. C'est parce que si vous avez toutes les nationalités représentées sur une liste, chacun fera quand même campagne dans son propre pays. Bon, donc je crois que le mode de scrutin ne sera pas l'élément déterminant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui nous unit dans une Europe à 27 ? Ce qui nous unit, ce sont des valeurs communes. Est-ce que ces valeurs sont encore partagées ? C'est ça le débat. Les nationalistes ont le droit d'être nationalistes. Mais est-ce qu'ils sont encore vraiment européens ? Il faut leur poser cette question. Et moi, j'appuie complètement l'action de la Commission européenne comme du Parlement européen d'aujourd'hui pour infliger des sanctions à des pays qui n'ont plus en partage les valeurs européennes. C'est ça le sujet. Yves Bigot. Monsieur le Président, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a des zones de tension. S'ouvre la semaine prochaine le 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. Il y a 2 ans, vous étiez présent il y a 4 ans à Dakar, il y a 2 ans à Antananarivo. Parmi les nombreuses questions qui se posent et qui tiraillent la francophonie en ce moment, il y a la demande d'adhésion de l'Arabie Saoudite. C'était une question qui s'était posée déjà il y a 2 ans à Antananarivo, vous étiez présent, et il y avait là aussi des tensions, y compris au sein de votre délégation française. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est à nouveau candidate. Est-ce que vous pensez que c'est un pays qui doit ou qui peut faire partie de la francophonie, dès lors qu'il n'est pas francophone ?
Oui, vous avez donné la réponse. C'est-à-dire ce qui doit nous déterminer pour accueillir un pays dans l'organisation de la francophonie, c'est qu'il y soit parlé français, largement français. Ça ne veut pas dire français sur tous les points du territoire, par toute la population. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de principes, de valeurs, de droits de la personne. Or, on sait qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas aujourd'hui toutes ces conditions réunies. Donc c'est pour ça que je suggère qu'il ne soit pas donné droit à cette demande. Monsieur le Président, l'Arabie Saoudite, grand allié des États-Unis, Donald Trump, vous ne l'avez pas connu, enfin vous l'avez connu par téléphone, puisque vous l'avez félicité quand il a été élu. Comment vous feriez avec lui aujourd'hui sur ces sujets-là? On va venir dans un instant au climat d'ailleurs. Donald Trump. Comment vous le pratiqueriez? Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, vous l'avez souligné, avait été tactile avec lui, etc. Vous feriez comment, vous? Donald Trump, si je puis dire, il a été sous-estimé. Non pas qu'il faille le surestimer au sens de son caractère, de sa méthode, de sa manière de faire ou de dire. Et il suscite une vraie émotion à chaque fois qu'il s'exprime. Mais beaucoup ont pensé que Donald Trump, finalement, il serait encadré, que ses proclamations de campagne ne seraient pas traduites, qu'il y aurait, de la part des milieux américains, suffisamment de pression sur lui pour qu'il se tienne sagement. Mais c'était méprendre ce qu'est exactement son intention. Quelle est l'intention de Donald Trump? C'est de casser l'ordre mondial qui était né après la Seconde Guerre, c'est-à-dire les grandes institutions internationales et les grands accords mondiaux. C'est de casser tous les accords commerciaux qui préexistaient. C'est d'en terminer avec l'accord sur le climat et c'est de créer avec l'Iran une tension majeure avec l'abandon de l'accord que nous avions sous dans mon l'intérêt autorité. des États-Unis? Ce qu'il croit être l'intérêt des États-Unis, puisqu'il intervient à ce titre, nationalisme. Qu'est-ce que c'est que Donald Trump, si ce n'est un nationaliste qui dit « Moi, c'est d'abord ce que je pense être l'intérêt des Américains », d'une partie d'ailleurs du peuple américain. Et donc il y a un danger majeur. Face à une telle offensive qui est menée systématiquement, eh bien, il faut être fort, il faut être rude, il faut être clair. On ne peut pas essayer de le contourner, il faut l'affronter. C'est pas le cas aujourd'hui. Il faut l'affronter. C'est pas le cas de la France. De manière à ce que l'Europe, parce que c'est une question qui est posée à la France, mais surtout à l'Europe, que l'Europe puisse être un élément de force dans ce débat. Parce que sinon, c'est lui qui va continuer à déchirer le pacte mondial, et parallèlement, nous avons d'autres puissances qui sont à l'œuvre. La Russie, qui s'installe maintenant comme seul élément de sortie de crise ou de conflit en Syrie. La Chine en Afrique. La Chine en Afrique. Donc on voit bien que des puissances sont en train de s'installer. Et où est l'Europe? Où est-elle? Je ne parle pas simplement de la France. La France qui ne peut pas forcément toujours agir seule, mais qui doit montrer, face à Donald Trump notamment, qu'il y a des lignes qui sont infranchissables et qu'il y a une opposition qui viendra de nous et qui ne pourra pas être levée. On va parler du climat un instant. Yves Arté, Yves Bigot, une autre question. J'avais été très frappé par votre visite à Bamako en 2013, où vous aviez dit dans l'euphorie du moment, c'est le plus beau jour de ma carrière politique. Donc je voudrais savoir d'abord si vous le pensez toujours aujourd'hui, 5 ans plus tard, et par ailleurs, est-ce que vous savez qu'il existe, après votre passage, beaucoup de jeunes Maliens aujourd'hui qui s'appellent François Hollande Koulibaly ou François Hollande Traoré? Oui, je n'en suis pas le parrain pour autant, mais j'en suis très fier et très heureux, parce que ça a été pour la France un jour de reconnaissance. Nous avions une dette à l'égard de l'Afrique, et notamment de ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais venus, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, nous soutenir et nous libérer. Et cette dette, elle était aussi celle de la colonisation. Et quand une intervention française, à l'initiative du président malien par intérim, Traoré, pouvait permettre qu'il y ait cette reconnaissance du rôle de la France, oui, j'en étais heureux et fier. Est-ce que le problème malien est réglé? Non. Est-ce qu'il y a encore des terroristes au nord Mali et même au centre du Mali? Oui. Et donc nous devrions
toujours être présent, mais jamais comme une puissance qui veut installer un ordre dont nous aurions décidé. Toujours parce que les Africains eux-mêmes l'auront voulu. François-Xavier. Revenons au climat, Monsieur le Président. Décembre 2015, l'accord de Paris sur le climat a été un temps fort de votre mandat. Ça a été un beau succès diplomatique. Jamais un tel accord n'avait été signé sur le climat par autant de pays, 196 je crois. Donald Trump, encore lui, a retiré les États-Unis. Un certain nombre de pays se disent que finalement on a mis la barre très haut. Même en Allemagne, certains pensent qu'on a mis la barre trop haut. Alors au moment où on se parle, les experts du GIEC sont réunis en Corée du Sud jusqu'à demain. Ils vont publier un rapport sans doute alarmiste sur le réchauffement. Est-ce que l'élan de l'accord de Paris n'est pas brisé, mais n'a pas fléchi? Si, il a fléchi, vous avez entièrement raison. En même temps que la conscience de nos concitoyens s'est elle-même affirmée. Pas simplement en France, mais en Europe et dans le monde. Chacun voit les effets du réchauffement. Désertification, tsunami, catastrophes. Et élévation des températures. Donc c'est ce paradoxe entre des gouvernements et des États qui semblent aujourd'hui sur le recul et une opinion publique mondiale qui, elle, est tout à fait déterminée. Alors, Donald Trump s'est retiré de l'accord, mais ça ne sera pas si simple pour lui. Ce qu'il faut, c'est en rajouter même, donc pas abaisser le niveau des engagements, en rajouter même pour que nous puissions montrer que nous prenons nos responsabilités. Vous parlez du rapport du GIEC, c'est-à-dire cette institution d'experts qui fait l'évaluation du réchauffement. Moi, quand je l'ai réuni en 2012, le GIEC, je savais qu'il y avait un processus de réchauffement, mais je pensais que nous avions le temps. Non. Ils m'ont démontré que nous n'avions plus le temps. Et que c'était même plus grave que ce qu'ils avaient à un moment évalué. Et c'est ce qui m'a déterminé à m'engager sur l'écologie et sur l'accord sur le climat. Et là, le rapport du GIEC va être encore plus inquiétant que celui qui m'avait été présenté en 2012. Bon voilà, il faut se dire que ce n'est pas simplement... On pense qu'à long terme, selon la bonne formule de Keynes, on est tous morts. Mais à long terme, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, c'est l'humanité. Vous aviez fait de Nicolas Hulot l'ambassadeur de ce rendez-vous. Nicolas Hulot a démissionné il y a quelque temps avec fracas. Est-ce que la France aujourd'hui est à la hauteur du défi ? Parce que cette démission, finalement, elle est quand même... c'est un symbole un peu fort. Alors que cette bataille du climat se joue en ce moment et que Nicolas Hulot est une personne qui a porté fortement la nécessité de ce combat. Laurent Fabius, Ségolène Royal, Nicolas Hulot, bien sûr le président que j'étais, ont été vraiment à l'initiative et à la manœuvre pour l'accord sur le climat. Et j'ai du respect pour Nicolas Hulot. Je savais que c'était une tâche qu'il serait très difficile pour lui de remplir au gouvernement, mais c'est pas parce qu'il en est sorti que le gouvernement, le président de la République ne seront pas liés par l'enjeu même. Donc moi, je veux plutôt croire, là, au-delà de tout ce qui est sensibilité politique ou éléments d'appréciation, il faut vraiment qu'il y ait une union nationale, et si c'est possible une union européenne, mais une union nationale sur la question du climat, y compris avec des changements qui seront pas faciles à faire accepter à notre société. Yves Bigot. Votre dernier dîner d'État à l'Élysée était pour Alpha Condé, le président guinéen qui a présidé l'Internationale socialiste. Il a eu sur TV5 Monde dimanche dernier, au-delà de l'amitié qui vous unit, des mots très durs sur la responsabilité de la France dans la pauvreté de la Guinée. Est-ce que vous avez le sentiment que les différents gouvernements socialistes, depuis les indépendances en Afrique, n'ont pas fait assez pour aider les pays d'Afrique francophone? Oui, nous n'avons pas fait assez, je crois qu'il faut le reconnaître, y compris lorsque j'étais moi-même aux responsabilités, parce que l'aide publique au développement est souvent une variable d'ajustement, parce que nous restons sur des procédures d'aide qui sont beaucoup trop compliquées, y compris pour les crédits européens, et parce que nous n'avons pas pris conscience que la question africaine était une question européenne. C'est-à-dire que si l'Afrique ne trouve pas les conditions de son développement, et elle y travaille, eh bien, il y aurait forcément des mouvements de population qui nous affecteraient. Quant à Alpha Condé, lui, il rappelle l'histoire de la Guinée, puisqu'on parlait de la Constitution de 58. La Constitution de 58, puisqu'on est dans le sujet, elle avait aussi cette conséquence
que par le référendum, il y avait des pays qui allaient rester dans la communauté, d'autres qui n'en resteraient pas. Et la Guinée avait choisi, c'était Sékou Touré, c'était le premier pays africain. Seul pays. Et donc il y a eu des conséquences, et je comprends que Alpha Condé puisse dire qu'à ce moment-là, il y a eu une mise à l'écart de la Guinée dont elle souffre aujourd'hui. Après, il faut aussi être juste, c'est aux Africains eux-mêmes et à leurs dirigeants d'être non seulement clairvoyants, mais d'être capables de relever le défi. François Hollande, vous restez avec du nous. franc CFA ? Oui, je suis pour le maintien du franc CFA. Ce n'est pas un élément de puissance, c'est un élément de solidarité, le franc CFA. Merci Yves Bigot, de TV5 Monde François-Xavier Lefranc, de Ouest France. Vous restez avec nous. François Hollande, on va regarder maintenant le ZAP politique. Et il va question beaucoup de vous. On regarde ça ensemble. En guise d'adieu, l'ex-premier flic de France dresse un constat très critique de la situation sociale dans les banlieues. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Les plus fidèles d'Emmanuel Macron découvrent ce qu'ont découvert les Français. C'est que cet homme n'est pas fait pour être président de la République, en tout cas ne sait pas être président de la République, et a fait semblant. Pendant ces 16 mois, j'ai pu apprécier la très grande culture qui est la vôtre, le caractère direct de l'expression. Une dernière poignée de main courtoise mais glaciale, et Gérard Collomb quitte la place Beauvau sans se retourner. Face à une crise gouvernementale majeure et sans précédent, comment espérez-vous conduire l'action d'un gouvernement qui est devenu une véritable auberge espagnole où chacun entre ou sort comme il le veut? Bon, évidemment, ça l'a un peu surpris parce que c'est un peu brutal, mais je lui avais dit, j'avais tenu à le lui dire. Écoutez, j'ai eu un coup de téléphone de Brigitte hier, je ne pensais pas que nous étions dans la discorde totale. Il n'y a pas de crise de l'État. L'État est tenu. Il n'y a pas de crise, tout va bien, Gérard Collomb veut... Non, j'ai pas dit tout va bien, j'ai dit il n'y a pas de crise. Et entre les deux ? Il y a un événement, il y a donc quelque chose qui fait actualité. On peut dire que c'est une rupture non conventionnelle. L'autorité du président de la République, cette semaine, a pris un double coup. C'est le selfie grotesque à Saint-Martin, mais c'est aussi quelque part le bras d'honneur que lui fait Gérard Collomb. Voilà, il y a un doigt d'honneur, il y a un bras d'honneur cette semaine. Il y a un cap des institutions, un gouvernement au travail et le service du pays et du peuple français. C'est ça qui compte. Le reste, ce sont des péripéties. Quand il y a beaucoup de péripéties, il faut commencer à faire attention. C'est l'accumulation là, de certains désordres qui devient préoccupant. Ce qui, à mes yeux, ne peut pas être compris, c'est que le ministère de l'Intérieur ne connaisse pas aujourd'hui le nom de son titulaire. L'intérim n'est pas possible. L'intérim par le Premier ministre. L'intérim n'est pas possible pour les questions de sécurité. Aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre sont en train de régler le problème. Vous savez, vous connaissez le temps. Dans 3 jours, personne n'en parlera plus. Après, il peut y avoir des personnes qui viennent de la société civile, qui ont leur propre expérience. Ce que je leur conseillerais, c'est de se rattacher le plus vite possible à un territoire. François Hollande, je vous regardais Emmanuel Macron et je me disais, vous êtes un homme de contact, vous appréciez le contact, vous l'avez dit tout au long de cette émission, vous l'avez critiqué, on creuse souvent ces derniers mois. Pourquoi, tout simplement, vous ne l'appelez pas, vous ne vous parlez pas, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas lui donner des conseils? Après tout, il a été votre secrétaire général adjoint, votre ministre de l'économie. Vous en êtes là avec lui, à ne même pas pouvoir rentrer en contact avec lui? C'est une vraie question que peuvent se poser les gens. Nous nous rencontrons dans certaines cérémonies, vous parlez pour échanger. Mais moi, je suis à la disposition. Comme ancien président, je n'ai pas à prendre d'initiative, je n'ai pas souhaité telle ou telle rencontre. Je suis à la disposition. Ça veut dire qu'il ne vous appelle pas, il ne vous consulte pas? Obtenir ou des informations ou des avis des principaux responsables du pays, s'ils veulent également m'entendre. J'ai une expérience, je suis tout à fait libre, bien sûr, de mon propos, mais tout à fait conscient qu'il faut toujours soutenir son pays. Et donc, si il est à un moment demandé sur une question internationale, une question européenne ou sur... Pourquoi ça n'est pas arrivé?
Écoutez, c'est pas à moi de savoir comment doivent se faire les rencontres, les initiatives. Je veux vous donner une information. Je ne suis plus président de la République. Vous m'avez invité, j'en suis très heureux, mais pas dans cette qualité. Vous vous sentez détaché quand vous voyez le ZAP politique qu'on a vu? Vous vous sentez détaché des choses politiques au quotidien, de l'ambiance? Oui, détaché de ce qui fait la mousse médiatique ou politique, oui. Heureusement que je ne suis plus dans le commentaire de ce qui se fait au quotidien. Mais je ne suis pas détaché des sujets, je ne suis pas détaché des situations, je ne suis pas détaché des périls. Au contraire, je me sens encore plus engagé. Et parce que j'ai plus de liberté, n'ayant pas de responsabilité directe, je me sens encore plus déterminé à pouvoir m'exprimer et alerter les Français. Merci François Hollande d'avoir été notre invité pendant 1h30. Merci François-Xavier Lefranc, merci Yves Bigot. À demain pour une nouvelle émission.